La pandémie de Covid-19 qui paralyse le monde vient conclure une décennie de troubles sociaux et politiques. Le printemps arabe, le Brexit, l'essor de l'État islamique, l'effondrement du Venezuela, la crise migratoire, la résurgence du populisme de droite ou encore les conflits en Afrique, au Moyen-Orient, en Ukraine. Pendant 2 ans, j'ai sillonné le monde. Je voulais identifier les origines de ce chaos. Je me suis rendu compte qu'à chacune de ces crises correspondait une flambée des prix des matières premières, des denrées alimentaires, du pétrole et des métaux. Ces produits essentiels à notre survie sont devenus, au fil des années, des instruments financiers, des joujoux pour les spéculateurs et les banquiers, aux conséquences humaines désastreuses. La financiarisation signifie que l'économie est de plus en plus centrée autour des marchés financiers. Et cela se manifeste de différentes façons. On peut s'imaginer les marchés financiers de l'avenir fonctionner sur le même modèle que le marché des ressources et fluctuer en permanence, soit par le biais d'un instrument financier, soit physiquement. Les produits réels dans l'économie réelle, comme les maisons, le pétrole, le blé, et quasiment n'importe quelle ressource sont financiarisées et entrent sur le marché. Dans ce processus, ils sont étudiés sous toutes les coutures et leur valeur peut être amplifiée. Mais tout ça, ce n'est que de la fiction, parce que dans le monde, le nombre de maisons et le nombre de barils de pétrole est limité. Pourtant, les traders sont capables de spéculer à l'infini sur ces marchandises. Ces spéculations créent d'énormes fluctuations du prix des matières premières. C'est le résultat d'un bras de fer entre spéculateurs, banques et fonds spéculatifs. J'ai voulu comprendre d'où venait cette flambée des prix qui sème le trouble dans le monde réel. Voici l'histoire d'une décennie de crise et de chaos. Je m'appelle Rupert Russell. Je suis réalisateur de documentaires. Pour entrer dans le sujet, je décide de me pencher sur la théorie du chaos et son fonctionnement. Cela me conduit à faire la connaissance de Yanir Bar-Yam, un mathématicien qui avance l'argument de l'effet papillon pour expliquer ce chaos. L'idée consiste à dire que le battement d'aile d'un papillon en Californie peut provoquer un ouragan en Chine, par exemple. Ou lorsque, dans une société paisible, des gens descendent dans la rue et finissent par déclencher une émeute ou une révolution. Les mathématiques appliquées à la physique permettent de démontrer l'effet papillon dans de nombreux systèmes. Yanir Bar-Yam se sert d'outils mathématiques pour mettre en relation le prix des matières premières, et notamment des denrées alimentaires, et les crises dans le monde réel. Nous avons constaté un lien entre le prix des produits alimentaires, les émeutes et les révolutions. L'effet papillon décrit par Yanir Bar-Yam a pour point de départ le marché des matières premières à Chicago, Atlanta et Londres. C'est là que le cours du blé, du riz et du maïs est fixé. Et cela influence le prix auquel le produit sera vendu à la population dans le monde entier, de Rome à Rio. L'exemple des matières premières est très intéressant. C'est quelque chose qui existe dans le monde réel. Nous avons besoin d'essence, nous avons besoin de nourriture. Ce sont des éléments dont on ne peut pas se passer dans notre quotidien. Et en même temps, ce sont des instruments négociables. Ce n'est pas uniquement un produit que vous mettez dans votre réservoir ou que vous mangez. C'est aussi une source de vastes spéculations qui vont créer une grande volatilité et de l'inflation.
À mesure que les marchés financiers grandissent, les bulles, les hausses et les effondrements augmentent exponentiellement. Yanir Bariam a fait le calcul. Les spéculations qui déclenchent une hausse des prix des produits alimentaires augmentent le risque d'un effet papillon. Il existe un point de basculement au-delà duquel les hausses des prix des produits alimentaires provoquent des troubles sociaux à travers le monde. En 2010, le prix des produits agricoles explose. The IMF and World Bank have warned that food prices are at tipping point, having risen 36% in the past year. Yanir Bariam sait qu'il faut s'attendre à un soulèvement. En décembre 2010, nous avons envoyé un rapport au gouvernement qui avertissait que la forte augmentation des prix des produits alimentaires risquait de mener à une agitation sociale et à une instabilité politique. C'était 4 jours avant les événements autour de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits tunisien de 26 ans, s'immole par le feu. C'est le début du printemps arabe. La corruption, l'oppression et le chômage planent sur la Tunisie depuis des dizaines d'années. La flambée des prix de l'alimentaire est la goutte d'eau. La révolution est en marche. On assiste au renversement du régime en place en Tunisie, mais aussi en Égypte. Des guerres civiles éclatent en Syrie et en Libye. Un vendeur de fruits tunisien ne peut plus faire vivre sa famille à cause de l'inflation et s'immole par le feu. Cela provoque une tension politique qui secoue le monde entier, le tout étant une conséquence directe des spéculations de Wall Street. Il y avait de la nourriture. Ce n'était pas une question de pénurie. Le souci était le fossé qui s'était creusé entre le prix du marché et la véritable valeur des aliments. Les gens ne pouvaient plus les acheter, même si les stocks étaient là. Un simple battement d'aile au cœur des marchés financiers s'est transformé en protestation, révolution, guerre civile et crise migratoire. Je décide d'aller dans une des villes où l'impact est sans précédent. En 2011, le printemps arabe ébranle le gouvernement du président Bachar al-Assad en Syrie. Cet événement politique majeur se produit suite au tsunami financier déclenché par une hausse des prix des produits alimentaires décidée à des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La guerre civile acharnée qui s'ensuit donne l'occasion à l'État islamique de tenter d'établir ce qu'il appelle son califat en Irak et en Syrie. En 2014, Daesh s'empare de Mossoul et en sera chassé 3 ans plus tard. Je ne peux que constater l'ampleur des dégâts. Ce matin, on a trouvé 7 ceintures explosives, mais aussi une bonne vingtaine de projectiles, dont des grands mortiers, des obus de calibre 155 mm et 20 ou 30 grenades. Le niveau de contamination est impressionnant. Il va falloir combien de temps pour nettoyer Mossoul? Des années. Certains parlent de 5 ou 10 ans. Peut-être que mes petits-enfants seront encore là, à poursuivre ce travail humanitaire. C'est une des entrées latérales de l'église catholique. Vous pouvez constater l'étendue des dégâts. Tout cela va être nettoyé prochainement.
Il ne faut jamais écarter la possibilité d'une explosion. À n'importe quel moment, si quelqu'un a le moindre doute, on arrête tout. Stop! Les enfants fouillent les décombres à la recherche de ferraille. Ils mettent ce qu'ils trouvent dans leur carriole et ils l'apportent à la casse où on va leur donner $1. Ce matin, 2 enfants ont trouvé des vestes explosives. Si des enfants viennent ici et touchent un explosif, il y a un risque de détonation. On ne peut pas leur dire d'arrêter parce que c'est leur gagne-pain. Tout ce qu'on peut faire, c'est les avertir du danger. Soyez très prudents. Comment des spéculations sur les matières premières peuvent-elles causer un séisme politique d'une telle ampleur qu'une ville entière se retrouve réduite à néant? Les marchés financiers ont-ils toujours eu autant de pouvoir? Depuis les années 1930, le marché des matières premières était strictement réglementé. Mais en 2000, les économistes du gouvernement de Bill Clinton, ainsi qu'Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale des États-Unis, présentent un important projet de loi qui passe presque inaperçu, mais qui change à jamais la façon dont le prix des matières premières est fixé. Cette nouvelle loi sur la modernisation des marchés concerne les produits de base et supprime la limitation du nombre de traders autorisés à spéculer sur ces produits. Les traders peuvent dorénavant spéculer presque sans limite sur les denrées alimentaires, le pétrole et autres produits de base. Au début des années 2000, les spéculateurs investissent de manière agressive dans ces nouveaux marchés déréglementés. Je pars à la rencontre de Doug King, qui à l'époque était à la tête d'un fonds spéculatif sur les matières premières. J'ai commencé ma carrière en 1990. À cette époque, personne ne s'intéressait aux matières premières. Elles étaient considérées comme sans intérêt. Pendant 20 ans, le prix des matières premières ne bouge presque pas. Puis tout à coup, tout augmente. Nous avons convaincu les investisseurs que c'était le moment de se lancer. En 2008, c'est la flambée des prix. Un gestionnaire de fonds spéculatifs, Michael Masters, avertit le Congrès du danger de la situation. This is an acute crisis. You know, what we've got here is we've got someone that's morbidly overweight. He probably needs to diet. He probably needs to exercise. There's a lot of things that he needs to do. But right now, he's having a heart attack. En 2008, Michael Masters est un gestionnaire de fonds spéculatifs brillant. Il met le doigt sur une chose étrange qui se produit sur le marché des matières premières. La crise financière plonge l'économie mondiale dans la récession, alors que le prix des matières premières ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce que la demande ne vient pas des consommateurs, mais des spéculateurs. Mon témoignage a été un coup de pied dans la fourmilière. L'industrie financière a eu une réaction viscérale. Ils étaient contrariés d'entendre quelqu'un de leur milieu clamer haut et fort qu'il y avait un problème. J'ai eu droit à de nombreuses attaques. On a dit que je faisais cela dans l'intérêt de mon portefeuille, ou d'autres raisons qui n'étaient pas vraies. Cela a suscité une grande controverse. Il a levé le voile sur tout cela en se demandant pourquoi le prix du pétrole et des céréales augmentait alors que la consommation diminuait. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme qui travaille à Wall Street remet en question le système. La déréglementation ouvre les vannes. Jusque-là, 20% des spéculateurs s'intéressaient au marché des matières. Aujourd'hui,
c'est 80%. Le prix du pétrole, du blé et des autres matières premières dépend de l'humeur de Wall Street. La quantité de capitaux spéculatifs est énorme. Chaque semaine, on investit dans d'innombrables produits agricoles et barils de pétrole. On se retrouve ainsi avec une hausse de prix exagérée, parce qu'il n'y a aucune possibilité de satisfaire la demande. Et les prix explosent sur le marché. Les spéculateurs ont un rôle d'amplificateur. Le cours d'un produit peut atteindre des sommets très rapidement. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce mécanisme ne se répercute de manière dramatique sur le prix des denrées alimentaires. La mauvaise récolte de 2010 en Russie en est l'exemple parfait. A heat wave and a drought in Russia have allowed fires to decimate Russia's wheat crop. More than 30% of Russia's wheat crop has been destroyed. En 2010, la Russie a connu une sécheresse dévastatrice. Yesterday, Prime Minister Putin announced that Russia is halting, for the foreseeable future, all wheat exports. That means Washington wheat prices go up. Le but du jeu consistait à estimer la quantité de blé qu'on allait perdre. Et en fonction de ça, on pouvait augmenter les prix de 5, 50, voire 100%. Prices on wheat have gone up 25% this week. Going up extremely fast right now. Prices are up $2 a bushel. $4.25 a bushel. $6.75 a bushel, all because of Russia. Il s'agit d'évaluer la quantité de culture restante et les conséquences de cette pénurie. Tous ceux qui investissent dans les marchés des matières premières cherchent à faire valoir leurs intérêts. C'est pourquoi il y a de si grandes fluctuations. En 2010, par exemple, le prix du blé a presque doublé. Si le prix des denrées double, les consommateurs, et particulièrement les pauvres, se retrouvent dans l'incapacité de s'acheter de la nourriture. Ce qui est problématique. Each year, Egypt imports nearly 8 to 9 million tons of wheat. Nearly 60% of that comes from Russia alone. La déréglementation et le libre marché sont le déclencheur de la crise. Un battement d'ailes de papillon qui provoque des ondulations à travers le monde. Tout a commencé dans les grandes places financières occidentales. La spéculation sur les matières premières a provoqué un pic du prix des produits alimentaires, ce qui a eu pour conséquence le printemps arabe en Tunisie, ainsi que des guerres civiles au Moyen-Orient. Mais le papillon vole encore, causant cette fois une des plus grandes crises migratoires qu'on ait connues en 200 ans. In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung. These are scenes that locals here are witnessing every single day. 15,000 refugees on the island at the moment. Meanwhile, further east in Macedonia, more refugees are making the same journey, hoping that they will eventually reach safety and the chance of a better life. Je m'appelle Akar Hicham, je viens de Mossoul, en Irak. J'étais mécanicien, tout allait bien pour moi. Avec mon frère et mon cousin, on travaillait dans notre garage. Tout à coup, des soldats de Daesh ont débarqué. Ils nous ont demandé d'où on venait. On leur a répondu d'ici, de Mossoul. Ils nous ont demandé si on était arabe ou kurde. On a dit qu'on était kurde. Puis ils ont voulu savoir si on était musulman, chrétien ou autre. Mon frère a dit qu'on était chrétien. Ils lui ont mis une balle dans la tête et à mon cousin aussi. Ensuite, on s'est enfui, mais on s'est fait arrêter. On était une bande de 13 au début, puis 11 quand ils nous ont mis en prison. Chaque jour, on subissait des tortures.
Il nous frappait sans arrêt. J'ai des cicatrices sur tout le corps. Ça vient d'un bâton en plastique. J'ai aussi des brûlures. Là, j'ai un bout de métal. Je suis resté en prison pendant 9 mois, jusqu'à l'arrivée des Peshmerga. Ils ont bombardé et détruit la maison. J'ai survécu et j'étais à nouveau libre. Quand Daesh est parti, on est rentré chez nous. Je me demandais dans quel état j'allais retrouver notre maison. On est retourné sur place, mais il n'y avait plus rien. J'étais avec un de mes amis. Il a ramassé un pistolet, puis il y a eu une explosion. Il est mort. C'était mon meilleur ami. J'étais à 20 mètres de lui. J'ai compris que j'avais pas d'avenir là-bas. C'était fini. Je devais aller ailleurs, mais je savais pas où. Alors je suis venu en Europe. La plupart des crises sociales sont comme une maladie contagieuse. Elles ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles s'étendent au niveau économique, financier et par les mouvements de réfugiés. Pour avoir une place sur un bateau, il fallait payer $1000. Il a commencé à y avoir d'énormes vagues. On a cru qu'on allait mourir parce que notre bateau avait une fuite. Des militaires grecs nous ont trouvés et nous ont sauvé la vie. C'est très difficile de vivre ici. Je suis sur une île où je ne connais rien. C'est comme une prison. Akar Hicham, comme des millions d'autres, a risqué sa vie pour échapper à la persécution et à la guerre dans son pays. Cet afflux massif de réfugiés, un des plus grands de ces siècles derniers, va ébranler la sphère politique. Cette fois, la crise frappe là où elle a vu le jour, l'Occident. L'effet papillon se propage encore et encore. Weil diese Leute gehören hier nicht nach Deutschland und auch nicht nach Europa. Die sollten nicht hierher kommen, die eben einfach nur auf unseren Kosten leben wollen. Ach, Kriegsflüchtlinge, Schmarotzer sind das. In Warsaw, far-right youths have disrupted a march commemorating Poland's National Independence Day. The right wing were on the march in strength in the Polish capital. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Lorsque des populations traversent les frontières, cela engendre presque systématiquement une instabilité et des tensions dans le pays d'accueil. Nous l'avons constaté en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les politiques anti-migratoires prennent de l'ampleur. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. La crise des réfugiés bouleverse la politique en Europe. En Italie et en Pologne, le gouvernement bascule à l'extrême droite. En Grande-Bretagne, l'opposition à l'immigration joue un rôle crucial dans le référendum sur la sortie du pays de l'Union européenne. Les médias, les partis populistes, mais aussi les médias sociaux
cherche à faire croire que cette vague migratoire est une invasion à grande échelle, et donc une menace. There is a lot of Moroccan scum in Holland who makes the streets unsafe. As an island, we should be able to defend our waters. I just read where ISIS has gotten a hold of a passport printing machine for the migrants to get them into the United States. L'essor des populismes en Europe et en Amérique, les révolutions mais aussi l'afflux des réfugiés du Moyen-Orient. Tous ces événements ont pour origine des actions entreprises dans les centres financiers occidentaux. En 2011, le printemps arabe progresse jusqu'en Libye. Les manifestants remettent en question la mainmise du colonel Kadhafi. Après l'opération militaire menée par l'OTAN, le dictateur est tué et une guerre civile sanglante éclate. La Libye est un des plus grands exportateurs de pétrole brut du monde. Le conflit dans le pays constitue un nouveau battement d'ailes pour le papillon. Cette fois, c'est le monde réel qui se répercute sur les marchés financiers. Il est très important de connaître le niveau de production de pétrole brut en Libye parce que cela détermine le contrat Brent, qui lui-même va réguler le prix du pétrole dans le monde. Après la chute de Kadhafi, les affrontements en Libye ont conduit à une diminution significative de la production de pétrole. On est passé de 1,5 ou 1,6 million de barils à 300 ou 400 000 barils par jour. Si environ 1 million de barils sont écoulés par jour, mais que les provisions sont insuffisantes, je dois trouver une alternative. Je vais donc faire une offre sur des barils que je ne choisis pas d'habitude, et les prix augmentent. À l'été 2014, un autre grand pays du pétrole, l'Irak, se retrouve en plein conflit. L'État islamique cherche à s'emparer de ce territoire. Oil prices, though, they rose sharply, spiking nearly $4 up to almost $90 per barrel. Les spéculateurs ont lu Daesh, Irak, pétrole et ont fait grimper les prix du marché jusqu'à des niveaux impossibles. Il était clair que l'État islamique qui progressait dans le pays allait se diriger vers les exploitations pétrolières et tenter de les contrôler. Le marché a tout de suite réagi de manière très forte. Le prix du baril a augmenté de $10 dans la semaine. Cette hausse des prix du pétrole est conduite par l'esprit grégaire des spéculateurs sur les matières premières. Ils misent sur le fait que lorsque l'État islamique aura envahi l'Irak, l'industrie pétrolière sera touchée, comme en Libye. Quand les soldats de l'État islamique ont pris Mossoul, ils se sont retrouvés sans essence pour leurs tanks et leurs véhicules. Alors ils ont voulu s'emparer de la raffinerie. En juin 2014, Daesh se trouve à proximité de la raffinerie de Mostafa Antar. En tant que directeur, il doit agir, et vite. J'ai décidé de rester et de me défendre. L'État islamique avait beaucoup d'armes qu'ils ont trouvées à Mossoul et dans l'armée irakienne. Et beaucoup de chars. Le combat était très difficile. La raffinerie n'a pas vraiment les moyens de se défendre seule. Elle a besoin de soutien. Ajwan Karim est officière dans une unité exclusivement féminine des forces armées kurdes. Voyant Daesh se diriger vers la raffinerie, son unité décide de s'y déployer. Mais l'ennemi est partout. Ils étaient partout autour de nous. Personne ne comprenait ce qui se passait et on n'avait aucun renfort. Mais on était déterminés.
Il y avait des combattants de Daesh à notre droite, à notre gauche et devant nous. On était cernés. Notre seule solution était de foncer, d'avancer vite. On ne voyait pas les kamikazes, mais un sniper nous visait. On était 5 femmes. On se demandait ce qui se passerait s'ils utilisaient des cocktails Molotov pour se faire exploser. Ils étaient très proches, on les voyait à l'œil nu. Et nous, on était vulnérables, tous nos véhicules n'étaient pas blindés. Ils auraient pu nous faire sauter. C'était difficile, mais ça s'est bien terminé. Ils n'ont pas réussi à atteindre la raffinerie. Alors ils ont commencé à la bombarder. Nos peshmergas les ont repoussés assez loin, de manière à ce que leurs projectiles ne puissent pas toucher l'usine. L'État islamique ne parvient pas à interrompre la production de pétrole en Irak. Mais le simple fait de savoir qu'il se passe quelque chose là-bas suffit à faire grimper les prix. L'incertitude plane, c'est le moment ou jamais d'en tirer parti. On a constaté de grandes fluctuations de prix basées sur l'hypothèse d'un éventuel événement perturbateur, même si finalement, il n'a pas lieu. Cette flambée des prix du pétrole prouve encore une fois que les spéculateurs occidentaux sont convaincus que le printemps arabe conduira à une perturbation de la production de pétrole. Ces inquiétudes ne se matérialiseront pourtant jamais. Le prix du pétrole repose donc uniquement sur une conviction et non sur des faits. C'est une période de véritable boom pour les pays pétroliers. Lorsque le prix des matières premières est élevé, les producteurs gagnent beaucoup d'argent. Une aubaine pour les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Iran et le Venezuela. Et pourtant cet argent ne servira pas à améliorer le quotidien de la population. On va observer l'apparition du phénomène qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. La malédiction des ressources naturelles, c'est comme la légende du roi Midas qui pense que pouvoir transformer tout ce qu'il touche en or serait une bénédiction. Mais c'est finalement ce qui le conduira à sa perte. La malédiction des ressources naturelles, c'est ce genre de situation paradoxale constatée à de nombreuses reprises dans l'histoire moderne et antique. Des pays riches en ressources, mais pour qui cette richesse est synonyme de catastrophe. La source de ce revenu est une sorte de loyer, puisqu'il provient du pétrole. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit à l'éducation ou au travail acharné. Là, on doit traiter les gens avec soin. Lorsqu'il s'agit de loyer, il y a une lutte pour savoir qui va toucher cet argent, et souvent, cela se conclut par une dictature. Lorsque Joseph Stiglitz parle de loyer, il sous-entend une source d'argent facile. La conséquence de l'argent facile est un gouvernement dont les intérêts ne sont pas toujours les plus respectables. Dans ces riches pays pétroliers, on se rend compte que la structure du gouvernement est assez semblable à ce qu'on peut voir dans des séries comme Les Sopranos. L'argent revient au grand patron qui le redistribue à ceux qui le soutiennent. Et il met complètement à l'écart ceux qui ne sont pas derrière lui. Cela crée une situation politique intérieure très tendue. Lorsqu'on met encore plus de fonds entre les mains d'un gouvernement autoritaire, l'argent n'est pas mis au service du bien-être de la population. Il sert à maintenir le pouvoir en place. Et de quelle manière? En renforçant les forces militaires.
Les grands pays producteurs de pétrole figurent parmi ceux qui investissent le plus dans leurs forces armées. La plupart dépensent 25% de plus que leurs voisins. Cet argent permet aux chefs de ces États de faire ce qu'ils veulent. Les caisses étant pleines, rien ne les retient. En matière de politique étrangère, ils peuvent se permettre d'être beaucoup plus audacieux. La Russie en est un bon exemple. En 2014, l'audace militaire de la Russie se dresse face à l'Ukraine. La bulle pétrolière qui suit le printemps arabe offre à la Russie une manne financière qui se traduit en pétrodollars. La découverte récente de gisements de gaz naturel et de pétrole en Crimée et à l'est de l'Ukraine attire l'attention. Dans ces régions au sous-sol riche, les groupes séparatistes soutenus par la Russie demandent leur indépendance vis-à-vis de l'État ukrainien. Vladimir Poutine annexe la Crimée. Dans le Donbass, il met en place un gouvernement fantoche, la République populaire de Donetsk. Je me rends sur place pour observer les conséquences de l'effet papillon sur la vie de la population et pour constater les dégâts générés par cette bulle pétrolière. Le plus fatigant, c'est l'attente. On attend le retour des troupes de reconnaissance la nuit. Puis les tirs commencent le matin. Nous avons mis des pneus partout pour nous protéger des éclats et des balles. Je vais vous montrer ce qu'on récupère du côté ukrainien. Des restes de mines et de roquettes. Voici notre bunker. C'est ici qu'on vient se reposer. Le poêle à bois est toujours allumé. Il fait chaud ici. Et voici la télé qui nous permet de nous tenir informés de ce qui se passe dans le monde. La vie est belle. Tout a été détruit. Je faisais passer les gens par ce chemin-là quand les snipers nous tiraient dessus. Derrière, c'était la maison de ma fille. Elle a entièrement brûlé. Le gars qui habitait ici est mort. Complètement carbonisé. On n'a récupéré que ses os. Et voici mes pigeons. C'est ce que j'ai de plus précieux. J'ai survécu à la guerre avec eux. Je les avais cachés dans la cave. Je ne les abandonnerai jamais. À choisir, je préfère les nourrir eux et me laisser mourir de faim. C'est ici que je cuisine. La cuisinière est un peu cassée. C'est comme ça que je vis. Et je dors ici. Je n'ai pas le choix. J'ai ça aussi. Il fait froid ici, mais je peux rien faire. Moi, je dors tout habillé. C'est le bazar. Voilà, c'est tout ce qu'il reste. Tout ça s'était détruit. Les poutres ont dû être remplacées. Un char a même bombardé le toit.
Pourquoi la Russie se tourne-t-elle vers l'Ukraine en 2014 ? Les nouveaux gisements de gaz naturel et de pétrole ne représentent pas uniquement un avantage financier pour les Ukrainiens. Ils sont aussi une menace pour le pouvoir de Vladimir Poutine. Poutine se sert de son statut de fournisseur principal de gaz naturel en Europe comme moyen de pression pour limiter les sanctions et représailles de la part de l'Union européenne. Si l'Ukraine possède aussi cette ressource, il perd son arme stratégique. Et la hausse des prix du pétrole qui suit le printemps arabe lui donne suffisamment de confiance au niveau militaire et politique pour se décider à agir. Je m'intéresse au rapport entre les marchés des matières premières et l'instabilité politique depuis une vingtaine d'années. Cullen Hendricks a comparé les chiffres et s'est rendu compte qu'une petite augmentation du prix du pétrole, un baril qui passe de 40 à 60 $ par exemple, entraînait une augmentation de 40% de la probabilité qu'une action militaire se produise. Lorsque Poutine a lancé ses opérations contre l'Ukraine en 2014, le baril était à 100 $. Selon les calculs de Cullen Hendricks, il y avait 65% de chances en plus que Poutine démarre le conflit si le pétrole avait été négocié à 45 $ le baril, et 80% si le baril était affiché à 20 $. Tout comme Yanir Bariam a établi qu'au-dessus d'un certain point, la hausse des prix des denrées alimentaires provoquait des révoltes, Cullen Hendricks constate un lien de cause à effet entre le prix du pétrole et la probabilité d'une guerre. Dans la zone de ce conflit, la population est durement frappée. Beaucoup ont perdu leur maison et se sont réfugiés dans des espaces souterrains. Je m'appelle Alexei Smirnov. En tant que volontaire, je dirige une organisation humanitaire qui s'appelle Ange. Nous sommes venus depuis Moscou pour soutenir la population. Aujourd'hui, nous avons aidé 17 personnes. L'épicerie du coin a été bombardée il y a quelques jours. C'est là que les habitants venaient se ravitailler. Maintenant, ils n'ont plus rien. Nous savons combien les pays de l'OTAN dépensent pour la guerre. Un seul projectile dans une attaque peut tuer plusieurs personnes et coûte des milliers de dollars. Il n'y a jamais assez d'argent pour la paix. Mais pour la guerre, ils en trouvent toujours. L'action de Poutine envers l'Ukraine représente un défi pour les puissances occidentales en Europe et aux États-Unis. Ironiquement, c'est pourtant l'industrie financière de ces mêmes pays qui en est la cause. Les spéculateurs ont fait gonfler le prix des denrées alimentaires, ce qui a déclenché le printemps arabe. Puis, afin d'anticiper une nouvelle perturbation de la production du pétrole due aux guerres civiles découlant de cet événement, ils ont fait flamber les prix du pétrole. Une aubaine financière pour la Russie, l'Arabie saoudite et le Venezuela. Mais l'effet papillon ne s'arrête pas là. Le boom pétrolier sert de catalyseur à l'apparition d'une technique d'extraction du pétrole et du gaz, la fracture hydraulique. Ce système est relativement cher à mettre en place. Si les prix n'avaient pas flambé, son expansion n'aurait pas été possible. Face à l'augmentation des prix du pétrole liée au printemps arabe, des entreprises aux États-Unis investissent en masse dans la fracture hydraulique. Les réserves ont alors augmenté partout dans le monde. Il y avait plus d'offres que de demandes et il fallait tout stocker, sans compter le développement des titres sur le marché financier. On a alors assisté à une chute brutale des prix. Après un pic à plus de 100 $ le baril, le cours du pétrole est en chute libre. En 3 mois, les prix sont divisés par 2 et continuent de baisser.
La baisse spectaculaire du prix du pétrole en 2014 explique que la hausse de ce même prix juste avant n'avait pas de rapport avec la réalité du marché pétrolier, mais plutôt avec les spéculations financières faites autour de ce produit. L'explosion de la bulle pétrolière a des répercussions sur l'économie des pays exportateurs. Un des inconvénients des économies étroitement dépendantes des matières premières est la volatilité des prix de ces produits. Ces 15 dernières années, nous avons traversé une crise financière qui a commencé en 2008. Nous avons connu un boom continu des matières premières par la suite, en 2011-2012. Puis, il y a eu un krach. Il a affecté non seulement les prix, mais aussi la vie politique, la stabilité et le budget de nombreux pays riches en ressources naturelles. Le cas le plus dramatique est certainement celui du Venezuela. Je suis en train de mourir de faim. J'ai perdu 14 kilos. On n'a plus rien. Le Venezuela. En 2014, le cours du pétrole s'écroule. Ce pays pétrolier est un des plus durement touchés. Les exportations dégringolent, le chômage s'envole, les rayons des supermarchés se vident. Des émeutes secouent la capitale. La communauté internationale accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son prédécesseur Hugo Chávez de mauvaise gestion de l'économie nationale. Sous la présidence de Chavez, le pays a connu une période de forte fluctuation du prix du pétrole. J'ai rencontré l'ancien président très tôt au début de son premier mandat et je lui ai fait part de certaines considérations. Je lui ai dit: Monsieur le Président, ne laissez pas votre monnaie aller vers une surévaluation sauvage, parce que cela empêchera le développement des autres secteurs. La deuxième chose que je lui ai conseillé était de chercher à diversifier son économie et de ne pas se contenter de la baser uniquement sur le pétrole. Je lui ai rappelé l'expérience passée de son propre pays en matière de volatilité de ce secteur industriel. Je pense qu'on peut dire, 20 ans plus tard, qu'il a fait le contraire de ce que je lui avais suggéré. L'avenir du Venezuela était facile à prédire. Il s'est passé exactement ce qui se passe lorsqu'une économie fonctionne sur la base d'une seule matière première. La malédiction des ressources naturelles a frappé. En période d'essor, la devise d'un pays devient si forte que tous les autres domaines économiques, comme les denrées alimentaires, ne font pas de profit au niveau national, parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les importations. Vous exportez du pétrole, mais vous devez importer tout le reste. La tendance à la surévaluation de la devise qui accompagne un boom pétrolier rend la diversification de l'économie difficile. Les produits fabriqués dans le pays deviennent trop chers pour l'exportation et les produits importés sont moins chers que la production nationale. Peu à peu, l'économie intérieure se réduit et devient dépendante des exportations pétrolières. Lorsque le boom prend fin, les secteurs agricoles et alimentaires sont inexistants parce qu'ils n'étaient pas assez rentables pour pouvoir résister. C'est la double peine. La chute du cours du pétrole signifie que les revenus de ce secteur disparaissent. Et vous n'avez pas de plan B, parce que l'économie n'est pas diversifiée. La malédiction des ressources naturelles prend tout son sens sur ces images. Les rayons des supermarchés sont soit entièrement vides,
soit propose un seul et unique article. Comment la population fait-elle pour s'approvisionner? J'ai posé la question à une vendeuse à la sauvette. Le gouvernement a déclaré que les rayons devaient être remplis, même si ce n'était qu'avec du ketchup. Si le supermarché ne le fait pas, il risque une amende, voire la fermeture. Le gouvernement fixe un prix parfois plus bas pour certains produits. Dans ces cas-là, tout le monde s'y précipite. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'acheter des produits au meilleur prix pour ensuite les revendre plus cher. Ça nous permet de survivre. Certains ne veulent pas faire la queue pendant des heures et préfèrent payer un peu plus cher. J'étais femme de ménage, mais j'ai arrêté parce que je me fais plus d'argent sur le marché noir. J'ai décidé d'arrêter les ventes jusqu'aux élections parce qu'il y a des rumeurs. Ils parlent de coup d'État. Les prix risquent alors d'augmenter et on ne trouvera plus de nourriture. C'est triste d'en arriver à devoir revendre de la nourriture à ta propre famille ou à tes amis, surtout des produits de première nécessité. Si j'étais plus riche, sincèrement, je ne ferais pas ça. J'apprends avec étonnement que cette revendeuse se comporte comme un spéculateur. Elle fait des réserves de nourriture en misant sur le fait que leur prix augmentera plus tard. Malgré un gouvernement socialiste, les principes de libre marché continuent de s'appliquer au Venezuela. On tire parti de la crise et ses effets sont exacerbés. Je m'appelle José Andrel et j'ai 13 ans. Je vis dans la rue depuis 7 ans. On dort sur l'autoroute, le long de la rivière Guairé. Il y a un tunnel où on peut installer nos cartons pour dormir. La rivière déborde parfois, alors on est trempés. Des enfants se sont déjà noyés ici. José Andrel est un des nombreux enfants des rues de Caracas. De plus en plus de gens sont contraints de vivre dehors à cause de la crise économique et des pénuries alimentaires. Un jour, avec un ami, on faisait du recyclage au bord de la rivière. On a jeté un sac en plastique dans la rivière. On s'amusait, c'est tout. Des gens sont venus vers nous, on s'est mis à courir. J'étais devant. Mais ils ont attrapé mon ami et ils lui ont donné des coups de poignard. Quand il avance, présente ton couteau. Ne cours pas. Parfois, on s'entraîne à se battre au couteau. Comme ça, on sait se défendre quand un gang ennemi vient nous attaquer. Il y a un autre gang à Chacaito. Ils veulent nous prendre nos poubelles. Si on les laisse faire, on n'aura plus rien à manger. Il y a du jambon. Je suis témoin d'une illustration de la malédiction des ressources naturelles. Tout comme Poutine utilise son armée pour mettre la main sur le gaz naturel et le pétrole en Ukraine, deux gangs d'enfants se battent pour les denrées qu'ils peuvent trouver dans les poubelles. La catastrophe économique se ressent dans les moindres recoins de la ville. J'entends parler d'un autre comportement inquiétant. De plus en plus de jeunes femmes affrontent la crise de manière radicale. Elles se font stériliser. Quand je suis tombée enceinte il y a 7 ans, je m'y attendais pas. Mais j'ai bien vécu ma grossesse parce que je pouvais acheter tout ce qu'il fallait pour le bébé. Aujourd'hui, si j'apprenais que j'étais enceinte, je serais désespérée.
En ce moment, avec un mois de salaire, on peut se payer que quelques repas. Caracas n'est pas une ville en ruine comme Mossoul ou la région du Donbass. Ici, c'est une destruction d'un autre type, celle d'une population humiliée et en souffrance. Je me suis fait stériliser, parce qu'entre les couches, les vêtements et tout le reste, on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai déjà 3 enfants et la situation actuelle est très compliquée. Tu te sens soulagée? Oui, complètement. Moi aussi. Je l'ai fait pour les mêmes raisons. Je préfère payer pour cette opération plutôt que de risquer de tomber enceinte. Dans ce contexte économique, c'est pas possible. Les femmes subissent cette opération pour éviter d'avoir à élever des enfants dans cette société dévastée. Je me suis fait opérer il y a quelques jours. Une anesthésie locale était prévue. On a attendu 20 minutes pour que l'effet se fasse sentir, mais ça ne marchait pas. Quand le chirurgien a commencé l'opération, je sentais tout. Ils m'ont dit que c'était parce que j'étais stressée et que c'était qu'une impression. Mais je peux vous dire que j'ai senti quand il a commencé à inciser. Alors ils m'ont mis sous anesthésie générale. Je me remets tout doucement, même si avec les antidouleurs, c'est compliqué. Ils sont chers et difficiles à trouver. En tout cas, je suis soulagée maintenant. C'est mieux comme ça. Je suis convaincue d'avoir pris la bonne décision. L'effet papillon a créé des scènes apocalyptiques au Venezuela, en Ukraine et à Mossoul. Il a ébranlé l'establishment politique aux États-Unis et en Europe. À chaque battement d'aile, les spéculations sur le libre marché répandent et amplifient les tensions. Des spéculations basées sur des incertitudes. Aujourd'hui, les spéculateurs ont à leur disposition une source d'incertitude inédite et une mine d'or. Une menace pour l'avenir de l'humanité tout entière. Le changement climatique. Celui-ci déstabilise l'approvisionnement en denrées alimentaires de la planète. Certaines régions ressentent les effets du changement climatique de manière plus sévère que d'autres. C'est le cas des zones rurales du Kenya. Lorsque j'ai demandé où il était possible de constater les conséquences humaines de ce bouleversement, on m'a parlé de Turkana, un comté situé au nord du pays, où la population vit principalement de l'agriculture. Il ne pleut jamais. Ça fait presque 1 an et demi qu'on n'a pas eu de pluie. Et comme tout est sec, l'herbe ne pousse plus. Les pâturages s'amenuisent, ce qui crée des tensions entre les différents éleveurs de la région. Parfois, cela mène à de la violence, notamment lorsqu'une tribu rivale tente de voler le bétail. Newton est éleveur depuis toujours. Cette colline là-bas est bien engazonnée. Mais notre ennemi s'y trouve. Si on y va, on risque de se faire voler nos bêtes.
Alors il faut surveiller nos terres. Un ennemi peut débarquer n'importe quand. Je me suis déjà fait tirer dessus, mais Dieu m'a sauvé. Je m'en suis sorti avec une jambe cassée. Cette blessure m'a permis de me rendre compte que la vie d'éleveur était vraiment difficile. Physiquement, on est brisé et on a faim tout le temps. Et en plus, on se fait voler nos animaux. Si j'avais assez d'argent, j'irais à l'auto-école de Nakuru. Et je passerai mon permis de conduire. Ensuite, je prendrai mes affaires et je partirai. Newton n'est pas le seul à avoir cet objectif. Dans les pays en développement, on assiste à un exode rural. À cause du changement climatique, les habitants n'arrivent plus à gagner leur vie à la campagne et les tensions entre les différentes communautés se multiplient. À cause du dérèglement climatique et du déclin de la production agricole, d'ici 30 ans, environ 2,5 milliards de personnes en Afrique et en Asie vont choisir de s'installer en ville plutôt que de rester à la campagne pour vivre de l'agriculture et de l'élevage. 2,5 milliards de personnes vont miser sur le fait qu'elles s'en sortiront mieux avec les importations de denrées alimentaires pour se nourrir plutôt que de s'autosuffire. Cette urbanisation massive signifie, selon la Banque mondiale, que dans les 30 prochaines années, il va falloir construire plus d'immeubles en zone urbaine qu'il en existe aujourd'hui. Cet exode marque le plus grand bouleversement social de notre temps. Les effets se font déjà ressentir dans un des plus grands bidonvilles d'Afrique, Kibera. Ici, les habitants, qui avant produisaient leur propre nourriture, sont en contact pour la première fois avec les marchés des matières premières. Ils doivent gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger. Martha est une habitante de ce quartier. C'est difficile pour une femme d'être footballeuse professionnelle, parce que les gens disent qu'on ne peut pas en vivre. C'est pas pareil pour les hommes. Quand l'équipe gagne, je reçois 1000 shillings. Mais quand on perd, on reçoit rien du tout. Mon fils pense que je joue au foot pour le plaisir. Il ne sait pas que je fais ça pour gagner ma vie. Je fais des lessives 2 fois par semaine et je fais des ménages. Je dépense tout mon argent en nourriture parce que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est difficile de tenir un budget parce que les prix changent beaucoup. Aujourd'hui, j'ai acheté du sucre pour 25 shillings. Dans 3 jours, on va peut-être constater qu'il est passé à 50 shillings. Ces jours-là, je dis aux enfants que je ne cuisinerai pas. Alors ils me répondent « Mais on n'arrivera pas à dormir parce qu'on aura faim ». Et ils se mettent à pleurer. On leur dit qu'ils auront à manger le lendemain. Ça m'embête de faire ça parce que je sais qu'ils seront perturbés. Ils me diront « Maman, j'ai faim, je n'arrive pas à dormir ». Une grande partie de la population d'Afrique subsaharienne dépense plus de 50% de ses revenus dans l'achat de nourriture. Elle devient de plus en plus dépendante des marchés des denrées alimentaires où les prix sont fixés dans des villes comme Chicago. À la moindre hausse des prix dans ces marchés internationaux, les gens n'ont plus les moyens de nourrir leur famille. Quand on n'a plus la possibilité de se nourrir, on finit par descendre dans la rue pour essayer de changer les choses.
C'est ce qui s'est passé en 2007 et 2008, lorsque des émeutes de la faim ont éclaté dans plus de 48 pays. Il faut s'imaginer un trader en train de négocier des contrats à terme sur les matières premières, dans son bureau quelque part à Wall Street, à Greenwich, dans le Connecticut ou ailleurs. Cette personne est complètement déconnectée de ce qui se passe dans le monde réel. Il introduit une série de chiffres complexes dans cet algorithme qui va tout décortiquer et l'aider à décider du moment idéal pour acheter et vendre, sans jamais prendre en compte que la conséquence, c'est qu'une personne en Afrique meurt de faim ou qu'une famille au Moyen-Orient a besoin de chauffer sa maison. L'accélération radicale du changement climatique signifie donc que les populations sont de moins en moins capables de subvenir à leurs propres besoins. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons maintenant un marché des matières premières mondiales sophistiqué qui parie cyniquement contre la prospérité de ces économies fragiles. Et les spéculations ne sont même plus faites par des êtres humains. Pratiquement tout est informatisé. Les algorithmes recherchent des schémas dans le monde réel et exécutent des transactions sur les matières premières en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. David Potter est le PDG de Thales Labs. Son entreprise utilise des données satellites et l'intelligence artificielle qui permettent d'estimer l'état de la production agricole dans le monde. Les matières premières, et notamment les ressources naturelles, dépendent des cultures. Ce sont des actifs qui sont impossibles à prédire sans une vue d'ensemble depuis un satellite. Notre travail consiste à dessiner une carte évolutive du système alimentaire mondial. Et cela intéresse ceux qui cherchent à calculer les risques ou à créer des opportunités sur les marchés. De nombreux clients de David sont des gestionnaires de fonds spéculatifs. Nous attirons des personnes comme les gestionnaires de fonds spéculatifs ou d'actifs qui, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs clients, cherchent à saisir des opportunités dans la volatilité des marchés des matières premières. Que vous disent-ils sur la manière dont ils utilisent ces données? Très peu de choses. Parmi nos clients, les gestionnaires de fonds spéculatifs sont clairement les plus discrets sur leur utilisation de nos données. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils figuraient parmi les premiers à être intéressés par notre système. Ils ont été les premiers à comprendre la portée de ces données satellites. Et je pense que c'est leur mode opératoire. Il n'est pas surprenant que les spéculateurs aient été les premiers à voir dans l'incertitude une opportunité. Le satellite identifie une zone de sécheresse, mais ne nous permet pas de savoir si elle pourra être surmontée. S'il pleut le lendemain, il y a des chances pour que le problème se résolve. Il s'agit alors de savoir comment utiliser ces données en termes d'investissement. Recevoir l'alerte d'une possible hausse de prix avant votre concurrent vous permet d'acheter avant lui et de vous constituer un stock afin de minimiser les effets de l'augmentation à venir. L'utilisation de ces données se généralise parmi les spéculateurs. C'est une arme puissante. Si tous les traders de ce domaine utilisent ce système, les cours auront tendance à s'enflammer. Et il faut s'attendre à une grande fluctuation des prix. Le marché réagit en l'espace de quelques secondes. Des milliards de dollars sont déplacés en fonction des prévisions sur les récoltes. Les prix fluctuent énormément actuellement. Et cela n'est pas lié à une nouvelle guerre du Golfe ou à une crise financière massive. Nous vivons une période de changement et d'incertitude, et nos spéculateurs sont armés jusqu'aux dents. Les données dont ils se servent entraînent une fluctuation presque instantanée des prix des matières premières. Le tout sur fond de crise climatique hors de contrôle.
Il est facile d'ignorer ces dangers lorsqu'on est confortablement assis dans son canapé, chez soi, dans un pays au climat tempéré. Pourtant, l'effet papillon nous touche déjà. Tonight, I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. We are out of space to hold them, and we have no way to promptly return them back home to their country. À l'été 2019, c'est la crise aux frontières américaines. Des milliers de personnes cherchent à rejoindre les États-Unis. La réaction de Donald Trump est extrême. Les enfants sont séparés de leurs parents et placés dans des cages. Certaines personnes sont même contraintes de boire l'eau des toilettes. La majorité de ces migrants qui transitent par le Mexique sont originaires d'un petit pays en Amérique centrale, le Guatemala. Je me rends dans les montagnes de l'ouest de ce pays pour comprendre ce qui pousse ces gens à vouloir trouver refuge aux États-Unis. Je constate que l'économie repose ici sur une seule matière première, le café. Je suis producteur de café. Je remercie Dieu pour cette culture. Mais c'est tout ce que j'ai, le café. Il pleut, et ce n'est pas habituel. Le changement climatique est en cause. Résultat, le café devient plus cher à l'exploitation. Avant, il pleuvait au bon moment. Les plants poussaient et les fleurs se développaient bien. Mais ce n'est plus le cas. Il y a moins de café parce que la terre se réchauffe. On produit beaucoup moins qu'avant. De nombreuses cultures ont disparu à cause du dérèglement du climat. Alors que le changement climatique rend la caféiculture plus chère, le cours du café est en chute libre au niveau mondial. En 2019, il n'a jamais été aussi bas en 13 ans. Une fois encore, les spéculations sont la cause de ce krach. Une autre guerre des prix initiée à Wall Street. Une autre conséquence de l'effet papillon. La crise est en partie due au fait que lorsque la saison agricole est mauvaise, les petits producteurs ne rentrent pas dans leurs frais. Une des solutions est de se trouver un autre travail, la plupart du temps dans un autre pays. Leur objectif, l'Amérique du Nord, là où les salaires sont plus élevés et les opportunités plus nombreuses. En suivant leur voyage, je tombe sur une autre source de revenus lucrative, celle de l'être humain. Pour pouvoir payer les passeurs, de nombreux Guatémaltèques sont contraints d'hypothéquer leurs terres. J'ai entre 45 et 50 clients par an. C'est une activité qui rapporte bien. Ça se situe autour de 50 000 $ par an. Nous les transportons en bus. À certains endroits, il faut contourner les postes frontières. Alors nous les faisons descendre et ils doivent marcher pendant 2 ou 3 heures avant de pouvoir reprendre le bus. Les gens qui décident de faire le trajet sans notre aide prennent des risques. Souvent, ils n'ont pas d'argent et ils pensent tout de même être capables d'aller au Mexique. Vous venez d'où, monsieur? Je viens de cette ville là-bas.
Vous pouvez me présenter une pièce d'identité? Je n'en ai pas. D'où est-ce que vous venez? De là-bas. Comment ça s'appelle déjà? Du Nord. Ah oui? Et où ça, dans le Nord? En fait, je ne suis pas de là-bas. Vous allez descendre du bus un petit instant. Vous n'avez rien d'autre? Non? Vous avez pris toutes vos affaires? Suivez-moi. Ceux qui sont arrêtés à la frontière sont renvoyés dans leur pays. Ils se retrouvent alors criblés de dettes et n'ont pas d'autre choix que de retenter le voyage vers les États-Unis. Ils arrivent jusqu'à la frontière mais ne parviennent pas à la passer. Alors ils reviennent, mais leur situation est problématique et c'est la famille entière qui sombre. Pour ceux qui atteignent les États-Unis, une vie meilleure les attend. Mes enfants vivent dans la ville d'Oakland, en Californie, avec mes petits-enfants. Ils nous envoient de l'argent pour que nous puissions payer nos dettes, acheter des terres et peut-être une maison aussi. Pour ceux qui n'y parviennent pas, l'avenir ne s'annonce pas des plus glorieux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ils vont sûrement me renvoyer chez moi. Tout ce que je voulais, c'était trouver un travail. C'est dommage. Mon rêve ne se réalisera pas. Les spéculateurs des matières premières se livrent une guerre des prix sans merci. Mais se rendent-ils compte que des millions de personnes dans le monde souffrent à cause de ce champ de bataille? Les marchés sur les matières ont perdu de vue leur objectif initial et ne sont désormais plus sous contrôle. Tant que nous ne dénoncerons pas l'instabilité des marchés, tant que nous n'aurons pas de mouvements politiques qui comprennent que nous ne pouvons pas jouer avec les denrées alimentaires dont les plus pauvres ont besoin, nous continuerons d'observer, suite à une hausse des prix, des mouvements sociaux en Afrique, en Asie et ailleurs dans le monde. Pour ce film, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. En Grèce, en Irak, en Ukraine, au Venezuela, au Kenya, au Guatemala. Je cherchais à démontrer l'effet papillon provoqué par le prix des matières premières. J'ai découvert qu'il y avait un lien entre la bourse et certains événements de la vie réelle, comme les attaques terroristes, les guerres ou les chocs climatiques. J'ai aussi compris que les spéculateurs pouvaient même amplifier l'impact de ces événements. Leurs actions peuvent provoquer un véritable raz-de-marée en un rien de temps. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, j'ai constaté un autre aspect troublant de cette guerre des prix et qui se trouve au cœur même du capitalisme. China is working very, very hard. I've spoken to President Xi, and it looks like they're getting it under control more and more. I think that's a problem that's going to go away, but we lost almost 1,000 points yesterday on the market. Donald Trump semble avoir une certaine obsession pour le cours des actions. Nous vivons dans une société tournée vers la performance. Et le marché boursier ne permet pas de mesurer rationnellement la prospérité d'une société. Parce que la bourse est en hausse lorsque les salaires sont bas et que les gens souffrent. Et à côté de ça, on ne peut pas avoir une économie saine si une grande partie de la population n'est pas en bonne santé. Cela prouve à quel point l'évolution des prix est devenue irrationnelle. Le capitalisme semble être une force cosmique qui ne peut être calmée que par le sacrifice humain et où les spéculateurs jouent le rôle de grands prêtres. Une des vérités révélées par la pandémie est que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Et si nous ne résolvons pas ce problème, nous allons tous souffrir.
beaucoup plus que par le passé. Nous allons souffrir davantage. Une société dépend directement de la santé et du bien-être de ses habitants. Et le fait que le système ait dissocié le bien-être économique du bien-être de l'être humain est la manifestation de son propre échec. En aucun cas, le bien-être économique ne doit et ne peut être dissocié du bien-être de la population.